Bonsoir à toutes et à tous, je suis Stécie Algrin, fondatrice du média Pensez l'après et ce soir nous nous retrouvons pour un 10e épisode de notre série Pensez l'après-patriarcat. Avec nous pour parler d'un sujet très important, la lutte antivalidiste. Cécile Morin, vous êtes porte-parole du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Vous êtes également doctorante en histoire et chercheuse associée à l'INA. On vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation puisqu'on va parler donc, du validisme, la lutte anti-validisme, un sujet qui est très important. On a de plus en plus de luttes qui apparaissent dans les médias et qui auraient dû apparaître bien plus tôt, mais celle-ci peine à se faire entendre selon nous. Donc on va essayer de lui donner un peu de lumière aujourd'hui et donc, on est vraiment ravis de pouvoir faire ça avec vous. Alors notre première question, je pense qu'elle est primordiale ce soir. Finalement, qu'est-ce que c'est le validisme? Alors, le validisme, en fait, c'est la traduction d'un terme anglo-saxon, égoïsme, qui désigne, si vous voulez, une oppression qui pèse sur les personnes handicapées et qui consiste à prendre pour norme, en fait, le fait d'être une personne valide, hein, si bien que être handicapé par rapport à cette norme est considéré comme être inférieur. Donc voilà, et donc ça agrège à partir de cette norme qui considère que, que la normalité, c'est d'être une personne valide, tout un tas de représentations et de comportements voilà, qui ont des effets, bien sûr, dans le monde social. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus peut-être sur les formes que peut prendre Oui. ce validisme et sur ses conséquences surtout? Eh bien, en fait, le validisme, il peut prendre la forme tout simplement de l'infériorisation des personnes. Et ça, par exemple, on va le retrouver dans des représentations courantes. On va retrouver des représentations dans lesquelles les personnes handicapées sont représentées comme irrémédiablement malheureuses. Vous voyez, donc on va retrouver ça dans le langage courant, hein, par exemple, le fait que le handicap soit considéré comme un amoindrissement de la personne. On va dire, il a fait ceci ou cela malgré son handicap, par exemple. Vous voyez, alors que bon, c'est juste une caractéristique individuelle hein, qui s'ajoute à toutes les autres. Et puis, le validisme va prendre aussi une forme faussement valorisante, si vous voulez, où on va valoriser des personnes handicapées parce qu'elles vont être considérées comme des sources d'inspiration, voyez, hein, voilà, parées de vertus exceptionnelles, comme si le handicap donnait une sorte de plus-value morale aux personnes. On va retrouver ça, vous voyez, dans, par exemple, la célébration du courage, hein, des exploits hein, des personnes handicapées, hein, voilà, qui, par exemple, vont être considérées comme des leçons de vie. On trouve ça très souvent hein, dans certains journaux, hein, comme si leur rôle social, c'était d'inspirer hein, les valides en étant des modèles moraux, en fait. Évidemment, les deux pendants du validisme conduisent non seulement à essentialiser les personnes, comme dans toute forme euh, de domination, si vous voulez, hein, voilà, à en faire des personnes vraiment résolument autres. Voilà, donc soit par exemple des objets à protéger, hein, à les infantiliser aussi, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, voilà, soit en faire des êtres frappés par une sorte de fatalité, de malheur irrémédiable. Vous avez parlé de ces personnes donc, en situation de handicap qu'on met un peu en avant sous prétexte qu'elles auraient eu des accomplissements, fait des accomplissements qui soient Mhm. exceptionnels. Est-ce que c'est ce que vous mentionnez sous le terme de inspiration porn? Voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est une expression qui a été inventée par une activiste australienne hein, qui s'appelait Stella Young et qui avait trouvé cette expression qui est assez avec des exemples qui sont voilà très très parlants. Hein, et ça, on peut le voir. Par exemple, vous voyez, dans des shows médiatiques comme le Téléthon, par exemple, hein, vous voyez, où finalement, là, on a les deux versants du validisme hein, dans le Téléthon. On a à la fois voilà, le misérabilisme des représentations, hein, qui consiste à dire que si on est dans un fauteuil roulant, voilà, on est vraiment malheureux, hein, et puis à la fois à célébrer
Donc le courage, par exemple, hein, des personnes, je me rappelle une affiche une année, une téléthon d'une jeune femme hein, qui disait encouragez-moi, qui s'en foutait, encouragez-moi. Bon, ben, voilà. Et ça, par exemple, ça a vraiment des effets, si vous voulez, dans la vie courante, dont témoignent beaucoup de personnes handicapées, hein, d'inconnus qui viennent nous voir en disant, en tapant sur l'épaule, en nous disant bon courage, parce que voilà, nous sommes vus comme des objets d'inspiration et nous ne pouvons exister que en déployant ces vertus. Si on creuse un peu, ça veut aussi dire que, vous voyez, si on doit déployer des qualités exceptionnelles, c'est pour compenser quelque chose. Et donc, on voit bien qu'effectivement, même si ce versant du validisme se présente sous un jour voilà, positif ou valorisant, mais en fait, il accrédite l'idée que nous sommes des êtres ontologiquement inférieurs, quoi, amoindris. Nous aurions quelque chose à compenser, vous voyez, hein, et nous ne pourrions être acceptés finalement qu'en faisant preuve de ces qualités extraordinaires, en fait. C'est assez fou parce que ça fait écho aussi à une espèce de trend qu'on a sur les réseaux sociaux d'utiliser constamment l'image de personnes en situation de handicap qui, avec des discours un peu inspirationnels, à dire eh ben, moi je me suis surpassée, j'ai réussi à devenir une meilleure version de moi-même presque, avec en fond une petite musique un peu mélodramatique. Et on s'aperçoit que c'est limite pour attirer du like et pour. Je trouve ça assez fou qu'on arrive à instrumentaliser des personnes et à dire presque que quand on est dans une situation de handicap, c'est soit on est toute sa vie dans une situation miséreuse, soit il faut à tout prix travailler beaucoup plus que les autres pour atteindre le summum de. Je trouve ça incroyable. Et comment est-ce que on peut arriver à dépasser ça? Est-ce que selon vous, il faudrait peut-être un peu plus de représentativité également dans les médias, dans les instances de pouvoir, pour montrer que on est assez en tant que personne? Ah ouais, alors voilà, donc vous posez je pense la question avec sous deux angles qui semblent essentiels, quoi. Il y a à la fois la question des représentations médiatiques, et en fait, donc on a vu là comment est-ce que le validisme en fait se déclinait dans les représentations, mais peut-être qu'on n'a pas trop insisté assez sur les effets dans le monde politique et social. En fait, ça a vraiment, à mon sens, des effets, à notre sens, des effets extrêmement délétères parce que d'une part, les personnes handicapées elles-mêmes intériorisent, vous voyez, hein, ces stéréotypes, mais tout simplement parce que, si vous voulez, jusqu'à récemment, il n'y avait pas de possibilité de se projeter hein, dans autre chose. Hein, c'est-à-dire que bon, moi, quand j'étais jeune, hein, par exemple, en France, si vous voulez, je n'avais pas de possibilité d'avoir des représentations positives de ce que j'allais être étant adulte. Voyez, et les seules représentations qui étaient présentées comme positives, c'était ces représentations inspirantes. Et donc, ça a conduit beaucoup de personnes à intérioriser et en fait à les intérioriser pardon, sous forme d'injonction sociale, quoi. C'est-à-dire la seule manière, à se construire dans, par exemple, l'injonction d'être particulièrement courageuse, hein, de subir aussi, vous voyez, hein, donc toutes ces formes de domination. Donc ça nous semble très dangereux. Et puis, en fait, l'autre effet, c'est un effet politique. Ça conduit, si vous voulez, à complètement dépolitiser la question du handicap, puisque, en fait, ces représentations, eh bien, elles accréditent l'idée que finalement, si on est exceptionnel, eh ben, il n'y a pas de problème, en fait, quoi. On va pouvoir s'en sortir. Et donc, elles invisibilisent complètement la forme de domination sociale et politique que l'on subit. Elles la rendent parfaitement invisible. Vous voyez, hein, puisqu'il y a des gens qui arrivent à faire des exploits, à traverser, bref, quoi, à faire des choses incroyables avec leur fauteuil roulant, etc., sans bras. Bon, ben voilà, pourquoi parler d'une forme d'oppression et de domination sociale et et voilà quoi, et de la lutte nécessaire pour l'égalité des droits, quoi, hein. Ça naturalise finalement la domination. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, quoi, qui est vraiment très dangereux, d'où la nécessité en fait, donc dans le domaine des représentations, déjà d'émanciper la question du handicap du registre moral et émotionnel pour la placer sur le terrain politique.
c'est ce que font, alors c'est ce que fait le collectif que je représente, mais c'est ce que font aussi d'autres collectifs qui sont nés voilà, ces dernières années, comme les Dévalideuses, par exemple, qui a un collectif aussi antivalidiste féministe, cléotiste, antisocial. Enfin, il y a quand même plusieurs collectifs là qui naissent. Il y en a eu d'autres avant nous. De bien montrer que la question du handicap, c'est une question politique. Et l'autre enjeu de la question que vous soulevez, c'est aussi l'enjeu des représentations politiques, justement. Vous voyez, en fait, le validisme conduit aussi à faire penser que le handicap, c'est hyper consensuel, quoi. Que, vous voyez, ça c'est souvent vous avez des représentants politiques qui disent ah non, mais là, voilà, on s'entend parce que le handicap, c'est consensuel. En gros, c'est une question humanitaire, compassionnelle, etc. Alors que bien sûr que non. En fait, c'est une question hautement dissensuelle, puisque, en fait, vous avez des gens et des associations qui prétendent représenter les intérêts des personnes handicapées, qui sont extrêmement influentes, qui siègent dans les comités consultatifs, etc., qui sont consultés pour faire les lois et qui sont en fait des associations qui sont gestionnaires d'établissements où sont placées les personnes handicapées. Donc, ce qui signifie que les dirigeants de ces associations ne vivent pas, bien sûr, dans ces institutions. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on appelait le PDG du groupe Corian pour représenter les personnes âgées. Bon. Le groupe Corian qui gère en fait les maisons de retraite dans le parc privé des maisons de retraite, quoi. Et donc, en fait, ces grosses associations qui sont essentiellement l'APF, l'Association des paralysés de France et l'UNAPI, elles captent le discours public. Ce qui veut dire que quand vous avez un débat à la télévision ou à la radio sur le handicap, très souvent leurs représentants sont invités. Vous voyez, ils se présentent comme, alors que parfois ils ne sont même pas concernés eux-mêmes par le handicap, ils se présentent en fait comme les représentants légitimes des personnes handicapées. Voilà. Et on va retrouver à peu près la même chose avec, tenant le même discours fondé sur ce modèle charitable du handicap, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui elle-même est une personne valide, qui légitime sa fonction en fait parce qu'elle a une fille handicapée mais qui est adulte. D'accord. Donc là, on voit aussi, si vous voulez, tout l'effet du paternalisme et de l'infantilisation des personnes handicapées qui devraient être représentées par leurs parents, par exemple, même si elles sont adultes. Bon, ça, on va le retrouver aussi dans les associations gestionnaires. Voilà, et qui mène une politique parfaitement validiste. On en reparlera peut-être dans la suite des questions. Donc voilà, donc effectivement, il y a un enjeu très fort de représentation à la fois médiatique et aussi politique, mais les deux se recoupent bien évidemment. Alors, vous avez mentionné pas mal de points très intéressants. Le dernier sur j'ai un proche qui est en situation de handicap, donc je comprends, je peux en parler. Ça arrive très souvent. On a pris assez souvent le cas des femmes qui portent le voile. Pareil, des débats avec des hommes, des femmes qui ne sont absolument pas concernés par la question et qui vont parler en leur nom, qui vont se porter un peu comme la voix d'expert, alors que non. Pour moi, on ne peut pas dire parce que j'ai un ami, j'ai connu un peu la même situation, etc. Donc je comprends. Non, en fait, on ne sera jamais en situation de comprendre parce que soi-même, on ne vit pas toutes les situations qui découlent de la situation de handicap finalement. Et puis une autre chose que vous avez mentionné également, c'est l'aspect politique de cette lutte. Et, vous avez publié un manifeste donc avec votre collectif. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus peut-être sur les autres points, notamment sur la désinstitutionnalisation Okay. D'accord. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près 200 000 adultes et 100 000 enfants en France qui sont placés dans des établissements. Et en fait, ces établissements, si vous voulez, ce sont des lieux de ségrégation sociale et spatiale. Alors, lieu de ségrégation sociale, c'est ce qui fait, si vous voulez, que beaucoup de personnes handicapées sont parfaitement invisibles, que vous n'allez pas fréquenter des gens qui sont porteurs de trisomie quand vous allez dans votre club de badminton faire vos courses ou, je ne sais pas, en travail, à l'école, etc.
parce qu'ils sont placés dans ces établissements, souvent dès l'enfance. Il y a un effet de filière qui fait que lorsque vous y êtes placé enfant, c'est très difficile d'en sortir, et ils sont placés toute leur vie, puisque ces établissements ils concernent des adultes, et ce sont des lieux de ségrégation aussi, parce que ce sont des lieux de privation de droits et de liberté. Et cela, ce ne sont pas seulement les collectifs militants comme le nôtre qui le disent, mais c'est l'ONU, puisque en fait, ce sont l'existence même de ces lieux est une violation en fait de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que la France a signée, qui donc a un caractère obligatoire, c'est-à-dire qu'elle doit mettre son droit en conformité avec cette convention. Or, comme l'a fait remarquer la rapporteure des personnes handicapées de l'ONU, eh bien, ces établissements voilà, devraient être fermés, en fait, puisque les personnes n'ont pas de droit. Alors, bon, je vais vous donner des exemples concrets, en fait. Par exemple, une partie de ces établissements, ce sont des ESAT. En fait, ce sont des établissements où des personnes handicapées travaillent, mais sans avoir les droits du travail. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrat de travail. En fait, ils sont usagers de l'établissement. Donc, ils dépendent du code de la famille et de l'action sociale et pas du code du travail. Exactement comme quand vous allez dans un hôpital, vous n'allez pas inviter 25 copains pour faire la fête. Bien évidemment, vous respectez le règlement de l'établissement où vous êtes hospitalisé. Là, c'est exactement pareil. Sauf que ces gens travaillent. Ils exercent des emplois d'ouvriers, souvent, donc très répétitifs, pénibles. Donc, ils peuvent être à plein temps, ils peuvent être à 35 heures. Mais si vous voulez, ils sont usagers d'établissement, donc ils n'ont pas de salaire minimum, ils n'ont pas de contrat de travail, ils ne peuvent pas faire grève, ils ne peuvent pas se pourvoir au prud'homme. Et si vous voulez, ce qui passerait pour de l'exploitation, dire une forme d'exploitation vraiment, manifeste, passe en plus pour de l'action sociale. Et c'est là que notre discours, si vous voulez, est difficilement audible, parce que on s'est vraiment habitué à ce que, par exemple, les ESAT soient considérés comme une forme d'action sociale, de bonne action. Voilà. Et donc, ces établissements sont des lieux de privation de liberté et de droit. Je vais te donner l'exemple des ESAT, mais le seul fait même, si vous voulez, de vivre dans une collectivité qui est une collectivité imposée, voyez, vous avez un règlement, bien sûr, parce que c'est et donc vous ne pouvez pas recevoir qui vous voulez chez vous, sortir comme vous le voulez, manger aux heures que vous voulez, etc. Choisir de vivre avec qui vous voulez, tout bêtement. C'est déjà une violation de la Convention de la Convention de l'ONU. Et puis de toute façon, voilà, c'est une atteinte aux libertés qu'on comprend très bien. Et donc, nous, notre combat avec ces collectifs, c'est en fait de militer pour la vie autonome, parce qu'il existe d'autres façons de vivre, bien sûr, pour les personnes handicapées, si vous voulez. C'est en fait que les aides, au lieu d'être versées à des établissements qui soumettent ces personnes à une privation de droits et de liberté, que ces aides, elles soient versées à la personne, en fait, aux besoins de la personne. Et que les personnes puissent vivre chez elles comme elles l'entendent, si vous voulez, avec ces aides-là. C'est-à-dire que bien sûr, on aura toujours besoin d'éducateurs, d'aide humaine, etc. Mais l'idée du mouvement pour la vie autonome, qui est un mouvement international, qui est un mouvement ancien, c'est que ces aides elles soient versées aux personnes et non pas surtout aux institutions. Et donc ça, c'est vraiment un motif de lutte très important. Et si vous voulez, si ces institutions ne font pas scandale, alors que, bon, vous voyez, voilà, je viens de vous en parler, je pense que quand on le dit comme ça, on se dit, ah non, mais là, il y a vraiment un problème. Si ces institutions ne font pas scandale, c'est parce que ce modèle charitable du handicap, vous voyez, qui est un modèle validiste, qui recoupe ces représentations dont on parlait tout à l'heure, est extrêmement répandu. C'est-à-dire que les personnes handicapées elles sont vues comme des objets de protection, de soins, avant que d'être vues comme des sujets de droit autonomes, qui peuvent choisir leur vie, tout simplement. Donc, ça rejoint un peu aussi un sujet qui a émergé récemment, c'est sur la sexualité des personnes handicapées, le fait qu'il y aurait besoin d'une assistance
Et justement, vous le mentionnez dans votre manifeste, donc est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Bon, ben alors voilà, l'assistance sexuelle hein, qui n'est pas autorisée en France, hein, et que certains voilà, revendiquent, et ben en fait, va complètement dans cette conception à la fois médicale et charitable du handicap et renforce l'idée que les personnes handicapées ne pourraient pas être ne pourraient pas ben voilà, séduire, aimer, avoir des relations sexuelles choisies. Hein. Voilà, et consenties avec une autre personne, mais que pour elles, puisqu'elles sont des objets de protection, de soins, de charité, de compassion, eh bien pour elles, la sexualité relèverait du soin. Non pas voilà, hein, des relations affectives, mais du soin, et que du coup, ça nécessiterait des prestations hein, payantes en fait, hein, et, comme voilà, venant de personnes extérieures. Et donc évidemment, bon, nous sommes tout à fait nous sommes tout à fait opposés à cette idée, bon, pour les raisons que j'ai indiquées, hein, parce qu'elle renforce ces visions validistes. Et puis aussi, si vous voulez, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il est plus difficile pour une personne handicapée de faire des rencontres amoureuses? Alors déjà parce que les représentations des personnes, des corps hein, des personnes handicapées, hein, et ben, en fait, sont considérées comme ne pouvant pas souscrire aux normes de beauté, aux normes de séduction. D'accord hein. Les femmes handicapées en particulier hein, sont toujours, sont très souvent désexualisées, les hommes aussi, hein, avec des représentations un petit peu différentes. Et donc, donc il y a ces représentations qui pèsent sur elles, mais c'est aussi concrètement parce que c'est très difficile d'accéder au lieu de rencontre. Vous voyez, de sortir de chez soi, d'aller dans les bars, d'aller dans les boîtes de nuit quand elles rouvriront, en particulier, si vous voulez, pour les personnes qui sont institutionnalisées, hein, et pour les autres aussi. Hein. D'accord. Donc, voilà. Et donc, c'est là-dessus, si vous voulez, qu'il faut agir et certainement pas voilà, quoi, en ayant des prestations tarifées qui sont présentées comme du soin. C'est quelque chose qui nous semble tout à fait dégradant, en fait. Vous avez mentionné l'isolement qu'on peut vivre lorsqu'on est en situation de handicap. Et pendant le confinement, le premier notamment, on a eu des personnes qui ont parlé sur ce sujet en disant bah, finalement, vous êtes en train de vivre la vie d'une personne en situation de handicap, parce que nous, bah, c'est toute l'année qu'on a du mal à sortir de chez nous, on a du mal à accéder au transport, au restaurant. Donc, est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que vous pensez que ça a été un bon moyen de mettre un peu en lumière cette problématique? Oui, alors d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire que effectivement, voilà, d'une certaine manière, oui, ça a été un des points qu'on a soulevés. Voilà, après, bon, pendant le confinement, c'est révélé aussi autre chose, hein, c'est qu'une partie des personnes handicapées, et notamment institutionnalisées, hein, n'ont pas eu accès aux soins, en fait. Hein, ont été victimes de critères hein, de triage qui n'avaient rien à voir avec la comorbidité. Ça a été vrai pour les personnes institutionnalisées, notamment dans l'Est de la France, hein, dans les régions sous tension, hein, qui, pour certaines, dans certains établissements, n'ont pas eu accès tout simplement au SAMU. Elles sont décédées sans avoir eu accès aux soins. Voilà, donc c'est un autre, c'est autre chose, hein, mais bon, si vous voulez, ça a aussi confirmé quand même le fait qu'il y avait une politique publique qui hiérarchisait les existences. Et que la vie des personnes handicapées était non pas invisibilisée, mais insignifiante, voyez, hein, aux yeux des pouvoirs publics et des autorités sanitaires, hein, parce que voyez, ces règles ces recommandations hein, de tri hein, basées sur un score de fragilité hein, qui était fondé en fait lui-même hein, sur des critères d'autonomie et qui sont distincts des critères de comorbidité. Hein. Il est évident que bon, voilà, bien sûr les critères de comorbidité entrent en compte hein, pour les soins dispensés, mais quelqu'un qui ne peut pas mettre ses chaussettes mais qui n'a pas de comorbidité, pourquoi il ne pourrait pas accéder aux soins intensifs, si vous voulez, il n'y a aucune raison en fait.
Je vous remercie pour cette réponse. Alors, le sujet un peu central de notre série, c'est le patriarcat. Mhm. Donc, on voulait mettre un peu en lumière les liens qu'il peut y avoir de façon visible ou pas d'ailleurs entre le validisme et le patriarcat. Donc, est-ce que vous en voyez? Est-ce que vous pouvez développer? Oui, c'est sûr, il y en a un tout à fait direct. Ben, vous voyez, on a dit par exemple que les personnes handicapées, des, une des représentations validistes très fortes, c'était le fait d'être infantilisé. Vous voyez, et donc, bon, ben, évidemment, c'est aussi le cas des femmes hein, qui subissent le patriarcat. Et si vous voulez, le validisme et le patriarcat sont des oppressions tout à fait convergentes hein, qui sont redoublées hein, s'agissant hein, des femmes handicapées qui se superposent parce que voilà, les femmes handicapées sont d'autant plus infantilisées, voyez, que on considère qu'elles sont par nature, si vous voulez, dépendantes hein, des objets de protection, des objets soi-disant à protéger et qui ne peuvent pas être autonomes et indépendantes. C'est-à-dire que la vulnérabilité qu'on prête aux femmes handicapées, bien sûr, elle est construite, elle est socialement construite par le système de l'institutionnalisation. Hein, voilà, par aussi des lois hein, comme celle dont on parle en ce moment avec une pétition qui circule hein, pour désolidariser les revenus hein, de l'AH, donc le calcul pardon, de l'AH des revenus du foyer. L'AH, hein, c'est l'allocation adulte handicapé, donc c'est une allocation hein, qui est en dessous hein, du seuil de pauvreté, hein, qui est donc de 900 euros, hein, il me semble et qui, si vous voulez, qui est versé en totalité pour les personnes qui n'accèdent pas au marché du travail. Alors, voilà, si les personnes handicapées n'accèdent pas au marché du travail, bon, bah, c'est bien sûr qu'elles subissent hein, tout un tas de barrières hein, les empêchant d'y accéder. Et bon, déjà, parce que c'est difficile d'accéder à l'école, et puis ensuite à la formation, et encore plus au marché du travail. Et en fait, le calcul de cette allocation est indexé sur ceux du foyer, ce qui fait que eh bien, la personne handicapée ne peut pas toucher la totalité de son AH hein, si elle est en couple, ce qui rend certaines personnes réticentes, enfin, ce qui fait qu'elles ne se mettent pas en couple hein, pour ne pas dépendre de l'autre. Et ça pèse particulièrement sur les femmes qui sont, si vous voulez, davantage victimes des violences conjugales. C'est quelque chose qui a été attesté par les statistiques. Les femmes handicapées sont davantage hein, victimes des violences physiques et sexuelles, hein, notamment dans le cadre du foyer. Et donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui accroît la dépendance et le risque de violence, hein, puisque c'est très difficile de quitter son conjoint. Vous voyez, quand vous ne pouvez pas percevoir, quand votre âge dépend de ses revenus. Hein. Encore plus hein, s'il est l'aidant familial. Il y a une étude hein, récente hein, de l'adresse hein, de juillet 2020 hein, qui montre qu'entre 2011 et 2018, eh bien, il y a 9% des femmes handicapées, hein, donc, avec un handicap reconnu administrativement. Donc déjà, vous voyez, ça sous-estime hein, la proportion. Hein, 9% des femmes handicapées hein, qui disaient avoir subi des violences sexuelles et physiques hein, contre 5,8% des femmes valides, hein, ce qui est déjà beaucoup. Voilà. Et à l'échelle de l'Union européenne, hein, c'est encore bien plus. Hein, les statistiques hein, sont encore bien plus importantes. Sachant que sur l'AAH, il y a environ 1,2 million de bénéficiaires aujourd'hui. Et assez conséquent, ça montre que c'est quand même nécessaire. Et j'ai lu une des interviews que vous avez accordées sur le sujet où vous mentionniez que le fait de le lier au revenu du partenaire conduit à reproduire dans l'ordre des relations familiales la dépendance, la domination et le risque d'infantilisation dont les personnes handicapées font déjà l'objet de manière systémique. Ça accrédite l'idée que les personnes handicapées ne seraient pas des sujets de droit adultes, autonomes, capables de choisir avec qui elles ont envie de vivre. Cela renforce l'idée que les personnes handicapées seraient des objets de charité et de protection soumises à une domination au sein du foyer. Et j'ai trouvé ça particulièrement poignant. Et quand on voit que la réponse de Sophie Cluzel est que la solidarité nationale ne peut pas se substituer complètement à la solidarité familiale, ce qui a quand même des gros problèmes au sein de ce gouvernement, parce que
non, en fait, on est des individus. C'est pas parce qu'on se met en couple qu'on doit être absorbé par cette entité, par ce foyer. Et je trouve ça particulièrement choquant. Je ne sais pas, est-ce que vous avez prévu une réponse en plus de cette pétition qui a été mise en ligne? Est-ce qu'on peut vous aider d'une quelconque manière? Ouais, déjà, ce serait voilà, de faire circuler la pétition. Alors, de la signer, bien sûr, et puis le fait même de la faire circuler, ça veut dire que ça informe. Hein. Enfin, là, on n'a jamais autant parlé justement de la hache, voilà, aussi de l'accès au marché de l'emploi, et puis de la dépendance, notamment des femmes handicapées. Donc, la faire circuler et la signer, donc bon, ce serait déjà effectivement voilà, quoi, nous aider et puis et s'informer. Alors, s'agissant de Sophie Cluzel, c'est pas du tout, nous, ça nous étonne pas du tout, hein, puisque tout cette, enfin, ça rentre dans le cadre d'une politique qui est mise en œuvre depuis sous la présidence Macron et qui est assez cohérente. Hein, c'est-à-dire que voilà, on accroît le nombre de places en institution, on favorise donc ce qui est appelé l'habitat partagé, mais qui est une forme d'institutionnalisation, mais en plus petit dans des voilà quoi dans des appartements mais avec pareil hein, une vie en fait un collectif non choisi hein, mais dans un immeuble si vous voulez, au lieu d'être dans un grand établissement quoi c'est quelques appartements mais c'est exactement le même principe il n'y a pas d'autonomie des personnes voilà et l'indépendance est rendue aussi beaucoup plus compliquée par la loi Elan hein, qui a été votée par la majorité LREM qui en fait fait passer de 100% à 20% l'accessibilité des logements neufs, mais sachant si vous voulez que les logements neufs, c'est une toute petite partie du parc du logement. Enfin, concrètement, ça veut dire que les personnes handicapées avec un handicap physique, pour se loger, c'est extrêmement compliqué. Alors pour se loger, mais aussi pour aller chez les gens, si vous voulez. Enfin, le nombre de gens chez qui une personne en fauteuil électrique ne peut pas aller, c'est considérable. Je vois qu'il y a une marge. Donc, et aussi pour accéder au logement. Et notre seule planche de salut, c'était le logement neuf, en fait, hein, qui devait être aux normes. Hein, et donc, ils ont fait passer cette proportion de 100% à 20%. Au début, c'est 10%. Ça a été retoqué par le Sénat, c'est 20%. Voilà. Donc, si vous voulez, toutes ces lois, en fait, hein, organisent hein, la dépendance hein, en considérant effectivement que les personnes handicapées sont des objets de charité. Quoi. Enfin, ça réactive complètement le modèle charitable. Et, voilà, et donc c'est aussi ce que Sophie Cluzel proclame à longueur d'interviews. Hein. Là, très récemment, elle a donné une interview hein, pour remercier les patrons qui ont embauché les personnes handicapées de leur humanisme. Et, enfin, alors bon, c'est énorme, mais le problème, c'est que nous, on paye les conséquences de ces représentations dans nos vies. Quoi. Par exemple, les personnes handicapées qui travaillent déjà, elles sont peu nombreuses. Hein. Vous voyez, le taux d'activité, c'est de 31% chez les femmes handicapées et de 38% chez les hommes handicapés. Le taux d'activité, c'est 64% chez les personnes valides. Hein. Donc, c'est quasiment 2 fois moins. Et les personnes qui travaillent, vous voyez, ont toujours comment dire, à légitimer le fait qu'elles travaillent, quoi, parce que pèse sur elles le soupçon qu'elles sont employées pour des raisons charitables. Quand Sophie Cluzel dit remercie les patrons, bon, alors en plus de. Comment, voilà. Remercie en tout cas le patronat hein, en disant vous êtes des humanistes parce que vous employez des personnes handicapées, ça légitime complètement les compétences des travailleurs qui sont en situation de handicap en fait. Ça fait qu'accréditer ces visions validistes qu'on a à subir tout le temps dans notre vie quotidienne, en fait. Voilà, Sophie Cluzel, par exemple, elle nie, en fait, l'existence du validisme aussi. Bon, imaginez, je ne sais pas, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme qui disent ah ben non, le patriarcat, la domination masculine et le genre, ça n'existe pas. Bon, voilà, on en est là, nous. Oui, encore un long chemin à faire pour revenir encore une fois sur vraiment le statut des femmes et sur ce cas en particulier. Est-ce que, selon vous, on a tendance, lorsqu'on est une femme handicapée, à être surprotégée, à être même plus que les hommes handicapés? Est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? C'est-à-dire que les représentations validistes, comment dire,
elles entrent en contradiction avec les injonctions sociales qui sont faites ou aux femmes ou aux hommes handicapés. C'est-à-dire que les femmes hein, de façon générale, comme on l'a dit, hein, ont souvent tendance à être infantilisées, pardon. Et donc ça va parfaitement dans le sens des représentations validistes. Mais par contre, si vous voulez, du fait qu'elles soient infantilisées, souvent elles ne sont pas considérées comme des partenaires amoureuses, par exemple, valables. Hein, parce que bon, ce qu'on attend d'une femme hein, c'est aussi d'être voilà, donc de séduire, hein, voyez, d'être aussi valorisée dans son rôle donc de compagne, de mère. Or, les représentations validistes font qu'elles sont complètement décrédibilisées à la fois dans leur rôle de compagne, de personnes donc avec un potentiel de séduction, de partenaires en fait, et dans leur rôle de mère. Bon, alors qu'évidemment, dans la réalité, il y a des femmes, bien sûr, hein, qui ont des conjoints qui sont en couple, puis des femmes handicapées qui sont mères, mais vous voyez, ça entre complètement en contradiction avec les représentations validistes. Hein. Et donc, du coup, voilà, ça les délégitime. Hein, voilà. Et ça pèse effectivement hein, sur elles. Et par rapport aux hommes, il y a aussi des représentations de la masculinité, vous voyez, qui sont associées souvent, par exemple, à la force physique, hein, tout simplement, hein, et qui entrent en contradiction aussi avec les représentations validistes, hein, et qui font qu'effectivement, certains hommes handicapés voilà, se voient dénier la masculinité, tout simplement, parce qu'elle est associée à certaines... voilà, par exemple à la force physique, au fait de marcher, d'être grand, costaud, etc. Donc, c'est pas les mêmes représentations en fait qui pèsent sur les hommes et les femmes handicapés. Mais bon, ça renforce en fait hein, ce validisme. C'est presque une exclusion de fait. Bon, vous êtes différents. Nous, on a nos critères de beauté. On va même pas chercher à essayer de vous trouver quoi que ce soit de bien finalement parce que ça vaut pas la peine. Enfin, c'est quand même fou. Mais après, il y a quand même des marques. Je sais pas si c'est par opportunisme pur et simple pour se donner une belle image, mais qui, dans leur campagne de pub, dans leur campagne de communication, commencent à intégrer des personnes en situation de handicap. Que ce soit des personnes qui ont été amputées ou des personnes atteintes d'autisme. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? En fait, nous, on pense que tout ce qui va dans le bon sens, c'est ce qui contribue à une représentation des personnes handicapées dans tous les domaines en fait, de la société. Quoi. Et qui contribue aussi à la fois à diversifier la représentation des personnes handicapées et à la banaliser. Nous, c'est ce que nous aimerions. Donc, effectivement, le fait de voir des hommes et des femmes handicapés dans des magazines de mode, vous voyez, ou le fait aussi de les voir, alors ça c'est bon, on en voit peu, mais par exemple, vous voyez, dans un reportage sur, je ne sais pas quoi, hein, sur les médecins, sur je sais pas, les profs ou que sais-je, ou les petits commerçants, c'est de voir des personnes handicapées sur des sujets qui ne sont pas le handicap en fait. Et pour montrer en fait que bon, voilà, il y en a dans tous les domaines de la société. Ça, pour nous, effectivement, ça va dans le bon sens. Alors après, la spécificité des représentations des, représentations pardon, dans le domaine de la mode, c'est que ça touche aux représentations qu'on a de la beauté. Or, effectivement, dans ce domaine-là, les représentations validistes disqualifient particulièrement les personnes handicapées. Donc, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Vous voyez que notamment des jeunes hommes ou des jeunes filles ou n'importe qui hein, puissent se projeter en fait hein, dans ces images qui sont voilà qui sont pas validocentrées si vous voulez. Ce qui doit être compliqué parce qu'il y a une donnée on a pu trouver en préparant cette interview, c'est que 0,7% des personnes à l'écran qui sont représentées sont des personnes handicapées. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui pour essayer de lutter un peu contre ça?
Est-ce que l'État s'en est saisi de ce sujet ou est-ce que c'est passé à la trappe? Ben, alors après, l'État voulait dire, par exemple, le CSA, recommandation du CSA. Là, je ne sais pas exactement. Enfin, en fait, je pense que le CSA, il doit intervenir sur le pourcentage, mais comme je le disais, il faut voir ce qu'il y a dans ce pourcentage, parce que voilà, c'est aussi, parmi ces 0,7%, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est quel type de représentation. Après, aujourd'hui, il y a des médias qui, je pense par exemple à un média en ligne comme BeView, hein, qui est un média spécialisé sur les questions du handicap et qui est vraiment un média anti-validiste en fait, et qui est très intéressant, qui justement, parce que bon, les médias, enfin les journaux hein, sur le handicap, ça existait en fait, hein, mais bon, c'était, enfin, bon. Ce BeView propose hein, des articles très fouillés, très intéressants et vraiment ils ont vraiment réfléchi en fait hein, voilà, aux enjeux des représentations médiatiques. Hein. Son fondateur lui-même concerné par le handicap et c'est parce que il était insatisfait des représentations médiatiques qu'il a fondé. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça existe en France, mais je sais qu'en Allemagne, en fait, hein, il y a une organisation qui propose des formations aux journalistes sur des choses très factuelles, mais par exemple, vous voyez, parce que, bon, il y a beaucoup de journalistes qui ne connaissent pas vraiment la question du handicap hein, et qui peuvent renvoyer des images validistes. Alors, par exemple, cette association en Allemagne il propose une banque d'images libres de droit avec des personnes qui sont réellement handicapées et pas quelqu'un qui se met dans un fauteuil, qui a des mollets super musclés, et puis qu'on voit sur une autre image faire un truc en étant debout, vous voyez. Hein, ça, donc, des choses comme ça. Ils essayent aussi de former les journalistes aux expressions, à l'implication des expressions telles que malgré son handicap, vous voyez, hein, ou leçon de vie, des choses comme ça. Bon, donc, du coup, il y a des initiatives qui font que sur le plan médiatique, il y a quand même, voilà, c'est tout ce qu'on est en train de dire là commence à émerger en tout cas. Des signaux faibles qui montrent que ça progresse dans le bon sens. Oui, enfin, voilà, on a beaucoup, ça progresse dans le bon sens et puis en même temps, voilà, les choses contre lesquelles on a à lutter sont très, très présentes elles aussi. Si vous voulez. Et par exemple, peut-être quelque chose qui est un signe qui nous a quand même fait plaisir, c'est que y a la lutte contre le Téléthon, c'est un mouvement international et ça, peu de gens le savent, mais le Téléthon qui est né aux États-Unis avec Jerry Lewis a été supprimé hein, des écrans hein, pendant très longtemps grâce aux anciens enfants du Téléthon qui sont devenus des militants et qui ont fait supprimer le Téléthon dans des manifestations, etc. Ça a été supprimé aussi en Australie. Et en France, voilà, on n'a pas encore réussi à le faire supprimer, mais on espère y arriver. Mais c'est la première année qu'il y a des articles dans la presse nationale sur les militants anti-Téléthon. Bon, alors, voilà. Et si bien même que l'AFM, hein, qui l'organise, a été obligée quand même de répondre. Alors, ils sont toujours un peu embêtés, ces associations-là. Ils disent, ah oui, mais le validisme, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, ça n'existe pas, c'est de la philosophie, c'est des méchants, ça dresse les personnes les unes contre les autres. Bon, c'est toujours un peu le même registre de justification, mais voilà. Bon, le fait qu'on ait entendu parler de cette lutte anti-Téléthon pour la première fois dans la presse nationale en France, c'est un peu pour nous un signe d'espoir. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. Je vais laisser la place à Anna. Merci Stacy et merci Cécile pour cet échange très très intéressant. On passe donc à la partie des questions qui ont été posées en live sur Facebook. Donc la première, c'est, et merci pour toutes ces questions d'ailleurs, la première, ce serait que pensez-vous de la représentation artistique, notamment dans le spectacle vivant des personnes en situation de handicap? Tout se passe comme si, étant handicapé, on ne pouvait non seulement pas choisir son métier, mais encore moins exercer un métier qui implique le regard des autres. Pensez-vous que voir des artistes handicapés peut changer le regard porté sur le stéréotype du handicap?
Oui, ça c'est sûr. Le problème, c'est que, enfin, c'est sûr. Alors après, moi, je suis pas une spécialiste du spectacle vivant, mais je pourrais dire quelque chose, c'est que les acteurs handicapés, en fait, ont du mal, en fait, à trouver des rôles. Hein. On le voit parce que il y a eu plusieurs films à grand succès qui avaient pour objet le handicap. Hein, ces dernières années, hein, comme ah bah, ça y est, là, j'ai oublié le nom, le film avec Omar Sy, hyper connu. Le nom m'échappe. Intouchable? Intouchable, voilà. Et en fait, dans ces films à ces grosses productions quoi, qui ont vraiment beaucoup de succès, en fait, les personnages handicapés étaient joués par des acteurs valides. Hein, c'est ce qu'on appelle le creeping up, en fait. Hein. Et c'est ça, ciblé. Et en plus, bon, alors déjà, ça fait que effectivement, les gens handicapés peuvent pas trop se reconnaître, hein, sans parler des propos assez validistes, du propos assez validiste du film, mais qu'en plus, ben, les acteurs handicapés trouvent très peu en fait, hein, de rôle en fait. Hein. Et donc oui, ça c'est sûr que le spectacle vivant, voilà, le cinéma, toutes les formes de représentation sont vraiment très importantes. Que les personnes handicapées ont des choses à dire sur eux-mêmes, vous voyez, hein, et je pense qu'il faut vraiment diversifier, on pense qu'il faut vraiment diversifier justement hein, les récits, hein, qui soient ni pas forcément ni héroïques, hein, ni misérabilistes, pour qu'on ait des possibilités d'identification. Voilà, je n'ai peut-être pas après répondu sur la spécificité du spectacle vivant. Merci beaucoup, en tout cas. Il y aurait une autre question sur est-ce qu'il y a des statistiques concernant le célibat des femmes en situation de handicap vs des hommes handicapés en voyant les choses binairement, dit la personne. Oui, alors justement, l'étude de l'adresse, là, je me demande s'il n'y a pas une statistique sur alors peut-être pas genrée, mais sur la proportion de personnes handicapées qui vivent seules, justement. Il faudrait regarder, parce que les statistiques sur les personnes handicapées, il n'y en a pas beaucoup. En plus, c'est à chaque fois, elles se basent à chaque fois sur la reconnaissance administrative à la MDPH. Mais l'étude de l'adresse qui est apparue en juillet, hein, donc, qui est en ligne, il me semble qu'il y avait une statistique juste sur les personnes qui vivent seules. Je ne sais pas s'il y avait une distinction entre hommes et femmes. Parce que ce qu'il y avait derrière, c'était qu'il y avait plus de femmes. Enfin, non, il y avait quelque chose derrière. Non. C'était pas précisé, mais D'accord, donc okay. à aller creuser. On a au moins des pistes de recherche avec ce que vous nous avez dit. Là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce calcul de l'âge, il y a beaucoup de gens en fait, hein, voilà, qui vivent pas en couple. Voilà, qui vivent pas en couple. Hein. Une autre question qui était plus une remarque, mais que je vais tourner en question. Dans certains cas, il y a effectivement du marketing social où le fait de recruter des personnes handicapées ou de les représenter est mis en avant, un peu comme le greenwashing. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un constat que vous faites également? Eh bien, oui, enfin, oui, il y a ça effectivement aussi, hein, et en fait, c'est souvent pour promouvoir une vision charitable du handicap. Par exemple, Sophie Cluzel a instauré le duo D. Tu vois, si tu as vu, c'est une manifestation, c'est comme ce truc. C'est une manifestation donc, où pendant un jour, une personne handicapée vient voir le travail d'une personne valide. Voilà. Et donc, ça fait l'objet en fait d'une couverture médiatique. Enfin, bon, bref, voilà, donc bon, c'est déjà voilà, ça change rien en fait à l'accès au marché de l'emploi. Et puis bon, je ne dis pas aussi en termes de représentation sont complètement instrumentalisés, quoi. Une prochaine question serait sur l'autocensure. Certains pointent l'autocensure des personnes handicapées pour se lancer dans des professions comme l'audiovisuel, ce qui entraîne aussi un manque de représentativité des personnes handicapées en plateau. Est-ce que vous pensez que l'autocensure est un problème et si oui, comment l'éviter? Et ça veut dire quoi l'autocensure? C'est le fait qu'ils ne déclarent pas leur handicap, en fait? Ou c'est le fait qu'ils ne postulent pas? La seconde plutôt, je pense. D'accord, ok.
Euh, en fait, le fait qu'il y ait très peu de gens qui soient, très peu de personnes handicapées dans les professionnels des médias, est-ce que ça vient du fait que les gens ne postulent pas ou qu'ils ne sont pas recrutés en fait? C'est peut-être ça la question, quoi, parce que est-ce qu'ils ne se postulent pas en se disant j'ai aucune chance, ou est-ce qu'en fait il y a tout un tas de barrières qui font que de toute façon, dans des milieux hyper concurrentiels, vous allez me dire aujourd'hui avec le contexte, hein, finalement, il y a beaucoup de secteurs d'emploi où les gens sont vraiment mis en concurrence, peut-être qu'ils n'ont pas aussi de possibilité d'être recrutés en fait, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment de l'autocensure ou du découragement, mais il faut quand même bien voir que voilà, enfin, par exemple, le défenseur des droits, d'après le rapport du défenseur des droits, le handicap, c'est le premier motif de discrimination. Alors, lequel le défenseur des droits est saisi, hein, si vous voulez, hein, d'accord? Et notamment au travail. Hein, donc, voilà, pour répondre à la question, je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'autocensure ou s'il s'agit hein, de tout un tas d'ensemble de barrières hein, qui font que voilà, hein, qu'on n'est pas pris ou qu'on est découragé. Hein. Ça décourage aussi hein, les ambitions. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr que là, la personne pointe aussi quelque chose hein, qui fait que la sous-représentation aussi médiatique hein, vient aussi du fait que dans les professionnels de médias, il y a peu de personnes concernées par le handicap. Vous voyez, dans la recherche en sciences humaines et sociales, ça me paraît aussi assez flagrant. Hein. En histoire, par exemple, comme pour ce que je connais le mieux, en fait, les personnes handicapées sont peu considérées comme des acteurs et des actrices historiques. C'est-à-dire quand on fait l'histoire sociale, on a beaucoup tendance à oublier que dans les mouvements de grève, que dans voilà, chez les ouvriers, etc., il y avait des personnes handicapées. Et ça, je pense que ça vient aussi du fait que les personnes handicapées sont aussi peu représentées dans la recherche. Oui, c'est ce qu'on voit un peu dans tous les systèmes de domination finalement. Comme pour le patriarcat, il y a peu de femmes en situation de pouvoir et donc c'est d'autant plus difficile de se lancer. Et alors justement, une autre question est comment les personnes en situation de handicap invisible peuvent-elles aussi trouver les moyens de s'émanciper dans la lutte antivalidiste? Donc concrètement, est-ce que vous auriez des conseils? En situation de handicap invisible? En situation de handicap invisible. Oui, en fait, ça ne change pas. Je pense que dans les collectifs, voilà, les collectifs antivalidistes sont parfaitement ouverts aux personnes avec des handicaps invisibles. Oui, donc il voulait peut-être dire que c'était, je ne sais pas en fait, que c'était plus difficile. Je pense que, enfin, moi, comme je comprends la question, c'est oui que le handicap invisible est peut-être une, Ouais. je sais pas, hein, j'interprète, mais peut-être une problématique qui est moins prise en compte dans la lutte anti-validiste. Moi, je comprends la question comme ça. Oui, par exemple, dans les collectifs antivalidistes qui sont très actifs, il y a le collectif Cléotiste. Hein. Alors, je ne sais pas si... voilà, donc, eux, ils sont très actifs, en fait. Ils font vraiment beaucoup d'actions. Voilà, je pense que le handicap invisible, c'est quelque chose, en tout cas, que les militants essayent de prendre en compte, en fait. Hein. J'espère et je ne pense pas que ce soit un blocage pour militer en fait. Non. Et en restant sur la question justement du militantisme, est-ce que vous auriez des conseils au conseil que moi en tout cas je fais sur la lutte féministe notamment et le militantisme féministe où cette problématique est totalement oubliée parfois. Comment est-ce qu'on pourrait militer d'une manière plus inclusive? Dans les mouvements féministes, vous voulez dire? Oui. Les mouvements féministes, par exemple, il y a des questions que les mouvements, certains mouvements féministes, alors bon, après, il faut faire des distinctions, bien sûr, prennent assez peu en compte. C'est le fait que, par exemple, les mouvements féministes mettent beaucoup l'accent sur l'hypersexualisation des femmes et peut-être oublient qu'une des spécificités du regard validiste sur les corps
sur les femmes handicapées, c'est justement de les désexualiser. Vous voyez, ça c'est quelque chose presque vraiment spécifique. Autre chose aussi, souvent enfin, j'en reste à des généralités sur les mouvements féministes, c'est pas vrai, mais parfois une façon de traiter la question du handicap dans une perspective féministe, de le traiter sous l'angle du care, puisque en fait, la majorité des emplois d'aide à la personne, d'AESH dans les écoles, etc., sont des emplois féminisés et hyper précarisés. Et parfois, en fait, on a tendance à oublier que les personnes handicapées sont aussi, pour moitié d'entre elles, des femmes, en fait. Et que du coup, il faut aussi prendre en compte, faire en sorte que les besoins des femmes handicapées soient aussi, si vous voulez, pris en compte. Je pense que, voilà, moi, on a vu ça aussi, en fait, que, on demandait, par exemple, dans des questionnaires, dans des sondages, est-ce que vous avez à charge une personne handicapée? Est-ce que votre métier, c'est de vous occuper d'une personne handicapée, sans prendre en compte le fait qu'on peut l'être soi-même, tout simplement. Voilà, donc là, je pense qu'il faut aussi trouver des moyens que les femmes qui travaillent dans ces métiers-là, qui sont vraiment déconsidérées et très mal payées, que c'est de trouver un moyen de défendre des intérêts communs, en fait, et pas de les opposer. Merci. Une autre question, donc on a parlé du lien entre patriarcat et validisme. Est-ce que vous voyez aussi un lien entre capitalisme et validisme et lequel, et est-ce que pour sortir du validisme, il faut aussi sortir du capitalisme? Eh ben oui, ça me semble assez nécessaire, en fait, puisque l'une des façons aussi de discréditer et d'inférioriser les personnes handicapées, c'est leur absence supposée de performance, en fait, de rentabilité, le fait qu'elle soit une charge, en fait, pour la société. Et par exemple, vous voyez, la politique qui est menée en ce moment, en fait, elle est à la fois, en fait, elle s'inscrit à la fois dans ce modèle, en fait, néolibéral dans lequel les personnes handicapées seraient une charge trop lourde pour l'État, et donc, d'où, par exemple, le refus de désolidariser les revenus de l'âge de ceux du foyer, et en même temps dans un modèle charitable, en fait. Alors, vous voyez, et ça, si vous voulez, cette alliance entre ce qu'il y a de pire dans le système capitaliste sous son versant néolibéral et de pire dans le modèle charitable, ça donne en fait, juste une politique de droite, quoi. Vous voyez, par exemple, les ouvriers des ESAT dont vous parlez, comment est-ce qu'on peut justifier qu'ils soient si peu payés, en fait, ils n'ont pas le salaire minimum, on justifie par leur absence de performance. Et en même temps, on dit, ah bah ouais, mais ils sont, du coup, comme ils sont handicapés, ils n'ont pas les droits du travail. Donc, vous voyez, d'un côté, c'est des personnes à protéger, donc ils sont institutionnalisés, ils n'ont pas les droits du travail. Et d'un autre côté, c'est des mauvais ouvriers, donc on va moins les payer. Là, ça me semble, je pense que c'est le modèle charitable, en fait, et le modèle capitaliste sont coextensifs, en fait. Enfin, voilà, sont consubstantiels. Toute une structure à changer, alors. Oui. On en revient beaucoup à Sophie Cluzel, la secrétaire d'État aux personnes handicapées. Et justement, en préparant le webinaire, dans cette pré, on s'est fait la remarque du nom de ce secrétaire d'État. Et ça nous a fait penser au secrétaire d'État à la condition féminine qui existait sous Françoise Giroud notamment, et qui maintenant est à l'égalité femmes-hommes. Est-ce que vous voyez ça comme problématique, ce nom de secrétaire d'État? Nous, on s'est dit qu'en tout cas, ça pouvait... pourquoi est-ce qu'il y aurait un secrétaire d'État aux personnes handicapées? Est-ce que l'ensemble du gouvernement ne devrait pas représenter l'ensemble de la société? Est-ce que c'est quelque chose un constat que vous faites aussi ou c'est-à-dire que après voilà, il faut qu'on hiérarchise nos motifs de révolte parce que sinon on n'en sort pas. Disons que c'est pas, si vous voulez, c'est peut-être pas l'intitulé qui nous
choc qui nous scandalise le plus, hein, c'est plutôt les actions, et aussi le fait que, par exemple, je ne sois pas une personne concernée. Mais vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui serait bien, ce serait un secrétaire d'État à l'égalité, vous voyez, par exemple, hein, d'accord, ou une secrétaire d'État ou un secrétaire d'État concerné déjà par le handicap, voilà, hein, à l'égalité ou à la lutte contre le validisme. Mais bon, là, vraiment, et en fait, ça dit quelque chose aussi, c'est que souvent, en fait, s'agissant du handicap, on confond, vous voyez, par exemple, on parle de sensibilisation au handicap au lieu de parler de sensibilisation au validisme, en fait. Vous voyez, et bon, ça, on a l'impression que c'est le handicap qui est le problème et pas l'inégalité entre les personnes handicapées et les personnes valides. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, en fait, mais voilà. Si. Mais bon, oui, en effet, la hiérarchie des luttes, bon, ça doit être quelque chose d'assez important, surtout dans cette lutte-là. Justement, une question qui a été posée sur le live, c'est, à votre avis, comment expliquer tout simplement le fait que l'on parle si peu du validisme, que la plupart des gens ne connaissent même pas son existence. Beaucoup de gens disent qu'ils ne se sentent pas concernés par le handicap, alors que n'importe qui peut devenir handicapé du jour au lendemain. Ben voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Comme on disait, en fait, on a une dépendance qui est organisée par des associations gestionnaires, qui est légitimée et renforcée par la politique gouvernementale. Donc, et ces associations gestionnaires, la majorité au pouvoir, nie en fait l'existence même du validisme en fait. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué en fait à porter dans l'espace public, hein, parce que, comme on le disait, ces associations gestionnaires, elles captent souvent le discours médiatique. Elles sont très souvent invitées, en fait, hein, lorsqu'il est question de handicap. Elles ne vont pas raconter, elles ne vont pas parler du validisme, hein, évidemment, quoi. Enfin, c'est normal qu'elles le nient, quoi, parce que parler du validisme, ça veut dire démonter un système paternaliste auquel elles contribuent. Donc, voilà, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles on parle très peu, en fait, hein, de validisme. On est considéré, enfin, je dis nous, les collectifs anti-validistes, nous sommes considérés comme des personnes radicales, en fait, et marginales, alors que le validisme, c'est vraiment quelque chose d'ancien, enfin, le terme est ancien, que les luttes, vous voyez, ont eu lieu dans les années 70 en France et dans les pays anglo-saxons. Enfin, ce qu'on dit, c'est pas révolutionnaire, en fait. Mais en France, bon, voilà, on a un système de dépendance organisée, en fait. Donc, c'est effectivement assez difficile de porter cette parole publiquement. Merci de cette réponse. On va maintenant passer à la question traditionnelle de Penser l'après, qui est donc, est-ce que vous auriez une recommandation de lecture, de film ou quoi que ce soit pour les personnes qui nous écoutent? Oui, écoutez, alors je vais commencer par une actualité éditoriale. En fait, il y a un livre qui est sorti très récemment d'Elisa Rojas. Donc, alors moi, je vous le dis en fait, hein, Elisa Rojas, elle est une des membres fondatrices du CLE, mais je dis pas ça pour faire de la promotion pour une amie, hein, mais parce que son livre, Mister et moi, dans son livre, en fait, elle parle en fait des relations amoureuses d'une femme handicapée qui est amoureuse d'un homme qui est valide, et elle va déconstruire petit à petit toutes les représentations validistes qui pèsent en fait hein, sur ses sentiments et sur ce qui les entoure. Et donc ça c'est voilà, c'est vraiment, je trouve, un livre qui est très intéressant et que moi, j'aurais aimé lire, en fait, que j'ai aimé lire, je veux dire, mais moi, que j'aurais vraiment aimé lire quand j'avais 15 ans, 18 ans, quoi. C'est pour ça que ça me semble vraiment un livre important parce que c'est un roman, quoi, donc on prend du plaisir à lire. Et en même temps, il dit des choses essentielles pour les femmes handicapées.
Donc, ça, voilà. Et il y a un film qui est sorti, donc, qui a été produit et qui a été diffusé par Netflix, produit par les Obama, qui s'appelle Crip Camp, donc qui est disponible sur la plateforme Netflix. Et c'est un documentaire. C'est un des premiers documentaires en fait, qui retrace la lutte des militants handicapés aux États-Unis avec voilà, il y a eu des militants handicapés dans les années 70 dans les pays anglo-saxons hein, et en France, et notamment aux États-Unis, avec des images d'archives, avec les témoignages des militants donc aujourd'hui, qui est vraiment très bien, très intéressant et qui donne, là c'est pareil, enfin voilà, je pense que notamment pour les jeunes en fait, enfin, mais aussi pour les gens plus âgés, mais c'est vraiment important de voir aussi, quand on est une personne handicapée, de voir qu'il y a eu des luttes, vous voyez, hein, que les personnes handicapées ne sont pas des êtres passifs et qu'il y a eu des luttes politiques, ils ont été capables de luttes politiques, ils ont fait siège du ministère de la Santé pendant plusieurs jours, hein, vous voyez, alors qu'il n'y avait aucune, ils ont obtenu des choses alors que vraiment ils étaient très isolés. Bon, enfin, voilà. Après, il y a eu la convergence avec les mouvements pour les droits civiques, les Black Panthers, etc. Mais c'est très intéressant. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi des podcasts, notamment un podcast qui a été fait par Charlotte Bien-Aimée, qui est disponible donc, dans sa série, hein, un podcast à soi, qui s'appelle Féminisme et handicap, justement, hein, qui est disponible sur Arte Radio, hein, avec des militantes handicapées, qui est très intéressant aussi. Voilà, donc c'était mes conseils. Après, il y en a d'autres, hein, mais voilà. Dans un podcast, un film, un livre. Génial. Merci beaucoup en tout cas pour ces recommandations. Je pense qu'on sait quoi regarder ce soir et surtout pour tous ces éléments que vous avez apportés ce soir parce que je pense qu'on a tous appris des choses et ça fait du bien d'aller se coucher le soir en disant bon, ben, on se couche un peu moins bête et surtout sur des sujets comme le validisme, je pense que tout le monde devrait être au courant. C'est essentiel. Merci beaucoup d'avoir accédé à ça. Merci à vous.